Que s'est-il passé avec le pétrolier appelé Marinera? Le ministère russe des Transports a publié des commentaires concernant la saisie de ce pétrolier dans l'Atlantique. Il déclare que le 24 décembre 2025, le pétrolier Marinera a reçu une autorisation temporaire de naviguer sous pavillon d'État russe, délivrée conformément à la législation russe et aux normes juridiques internationales. Aujourd'hui, vers 15 heures, heure de Moscou, les forces navales américaines ont arraisonné le navire en haute mer, en dehors des eaux territoriales de tout État. Le contact avec le navire a ensuite été perdu. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1992, la haute mer est régie par le principe de la liberté de navigation. Aucun État n'a le droit d'employer la force contre des navires légalement enregistrés sous la juridiction d'un autre État. Que se passe-t-il dans l'esprit de l'administration Trump? Et quelle était la nécessité d'agir ainsi? Eh bien, tout d'abord, nous devons comprendre que l'administration Trump est une organisation hors la loi, un gouvernement à ce stade. Elle ne fonctionne pas conformément à l'état de droit, et ils l'admettent presque ouvertement. Ils disent « Nous croyons que la force fait le droit. Ce que notre puissance nous permet de faire, nous le ferons. » Marco Rubio a déclaré que le droit international n'a tout simplement pas d'importance. Les Nations Unies n'ont pas d'importance. La Charte des Nations Unies n'a pas d'importance. Aucun des cadres juridiques qui maintiennent le monde ensemble n'a encore de valeur. La seule chose qui compte, c'est la puissance américaine, la force américaine. C'est franchement d'une arrogance flagrante. Je veux dire, quand l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies au Conseil de sécurité déclare que l'Amérique déterminera comment le pétrole vénézuélien sera utilisé, qui pourra l'acheter et qui ne le pourra pas, il n'existe aucun fondement juridique à cela. L'enlèvement de Maduro est un acte manifestement illégal. Et maintenant, nous avons commis un acte de piraterie en haute mer. C'est bien de cela qu'il s'agit, de la piraterie. Il n'existe aucun cadre juridique permettant que cela se produise. Et le système judiciaire américain a été corrompu, car apparemment, les gardes-côtes agissaient sur la base d'un mandat délivré par le district sud de New York, leur permettant de saisir ce navire. Mais il n'y a aucune autorité constitutionnelle pour ce mandat. Mettons les choses au clair. Les États-Unis sont liés par la loi. Des traités signés par des présidents, ratifiés par le Sénat des États-Unis et qui, par conséquent, en vertu de la Constitution des États-Unis, deviennent la loi suprême du pays. Aucune législation du Congrès n'a été adoptée pour modifier ces traités d'une manière qui donnerait aux tribunaux un point d'appui. Car les tribunaux ne disposent d'un tel point d'appui que si le Congrès a pris une mesure législative. Alors, les tribunaux peuvent déterminer la constitutionnalité de l'interprétation du traité en lien avec cette législation. Mais en l'absence de législation du Congrès, le traité demeure la loi suprême du pays. Et quand on examine les différentes décisions de la Cour suprême rendues sur cette question précise, je crois qu'il y en a eu une en 1884, rédigée par le juge Miller. Il a essentiellement dit que lorsqu'il existe un traité et des différends liés à ce traité, tout repose sur l'honneur et l'intention des nations concernées, ainsi que sur leurs intérêts. Les États-Unis n'ont plus d'honneur. Aucun. Il n'y a plus d'honneur. Et nos intérêts sont purement égoïstes. Donc, en gros, à ce stade, les problèmes liés au traité se règlent par la guerre. Je voulais simplement le souligner. Ce n'est pas une opération de maintien de l'ordre qui est en cours. Il n'y a ici aucune loi à faire respecter. C'est une opération hors la loi, un acte de piraterie. La conséquence, c'est soit la capitulation de la Russie, soit la guerre. En somme, c'est à cela que tout se résume. Les États-Unis ont décidé qu'ils seraient les seuls à déterminer comment le pétrole vénézuélien serait traité sur le marché libre.
Nous avons donc imposé des sanctions qui n'ont aucune valeur au regard du droit international. Nous n'avons pas le droit de lancer un embargo contre le Venezuela. C'est un acte de guerre, littéralement un acte de guerre. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une exagération. C'est un acte de guerre au sens propre. Donc si nous appliquons un embargo, un blocus du Venezuela, alors nous avons déclaré la guerre. Mais avez-vous vu le Congrès déclarer la guerre? Non, parce que le président dit « Je n'ai pas besoin d'aller devant le Congrès ». Je suis le fichu dictateur, je suis Donald Trump. Et il agit comme un... Non, pas seulement virtuel, il est un dictateur. Le Congrès a abandonné. Il n'y a absolument aucun obstacle du côté du Congrès. Et les tribunaux ont abandonné aussi parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent, peu importe ce que dit la Constitution. Ainsi, les États-Unis ont cessé de fonctionner comme une république constitutionnelle. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme une dictature dirigée par ce culte de la personnalité appelé Donald Trump. Ce que Donald veut, Donald obtient. Franchement, c'est devenu absurde. Quand on entend des gens parler de la doctrine Monroe, ils disent que c'est la doctrine Donroe. Sérieusement, c'est un sketch de Saturday Night Live? C'est ça l'Amérique aujourd'hui? Une fichue blague? Une blague qui n'en finit pas? Je veux dire, nous avons des sénateurs des États-Unis, Lindsey Graham me vient à l'esprit, qui se réjouissent ouvertement, presque en extase, en pensant qu'ils ont désormais un président qui piétine l'état de droit. Et cet homme est le président de la commission judiciaire du Sénat. Voilà ce que je veux dire. Nous ne fonctionnons plus comme une république constitutionnelle. C'est un acte de guerre, un acte de piraterie. Voyons ce que la Russie fera. J'ai écrit un article à ce sujet, et vous savez, je suis américain. J'aime mon pays. Mais mon pays est une république constitutionnelle, pas une nation hors la loi qui commet des actes de piraterie. Et un navire des gardes-côtes qui a arraisonné un bâtiment battant pavillon russe, un navire dûment enregistré en haute mer, est un navire pirate. Et j'ai dit, il est temps de donner une tape sur le nez du chameau. Ce que je veux dire par là, il y a un vieux proverbe du Moyen-Orient. Une fois que le chameau glisse son nez sous la tente, si tu ne l'arrêtes pas, il finit par entrer dans la tente. Et les États-Unis, en ce moment, glissent leur nez sous la tente de l'état de droit. Nous disons, en gros, qu'il n'y a plus d'état de droit. Et si personne ne nous donne une tape sur le nez pour nous faire reculer, nous ferons n'importe quoi. Je veux dire, une fois que nous aurons commencé, rien ne nous arrêtera. Je ne peux pas m'empêcher de rire de l'Europe en ce moment. Oh, nous soutenons cette action, cet acte de piraterie. Que ferez-vous demain quand Trump prendra le contrôle du Groenland? Parce que c'est la même chose, les gars. Une fois que vous le laissez faire, il continuera simplement à le faire. Il est temps de donner un coup sur le museau du chameau, car si nous ne le faisons pas, nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale. Cela ne s'arrêtera pas tant que des soldats américains ne seront pas déployés en Ukraine. Parce que Donald Trump continuera de défendre ce qu'il appelle les intérêts américains et qu'il finira par décider que les Russes bluffent et enverra des troupes américaines en Ukraine. Et alors nous mourrons tous. C'est donc une affaire très grave. C'est une affaire extrêmement grave. C'est un acte d'agression, un acte de piraterie illégale. Et cela me révolte en tant qu'Américain de penser que des hommes et des femmes portant l'uniforme de l'armée des États-Unis exécutent ces ordres. Ce mandat n'est pas un document légal, car aucun tribunal américain ne peut autoriser un acte de piraterie. Et c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Scott, quel est le résultat de l'enlèvement du président du Venezuela? Quel était l'objectif recherché par l'administration Trump et vont-ils réellement l'atteindre? Eh bien, comprends que cela ne s'est pas produit dans le vide. Je veux dire, que veux-tu dire, vont-ils y parvenir? Ils l'ont eu. Il est à nous. Nous le possédons. Il est en prison en ce moment.
Mais le résultat, je veux voir la situation dans son ensemble. Quel serait le résultat? Que veulent les États-Unis du Venezuela qu'ils n'ont pas pu obtenir sous l'administration Maduro? C'est pour cela qu'ils s'y rendent. Tu passes complètement à côté du sujet. Avoir une administration Maduro signifie que les États-Unis reconnaissent la souveraineté. Tu sais, les États-Unis ont publié un document sur la stratégie de sécurité nationale en novembre 2025, et tout le monde s'en est moqué. Moi, je ris au nez de ces gens-là. Oui, je dois m'excuser, Nima. J'en suis arrivé à un point où je me fiche complètement de l'ignorance. Je déteste la stupidité. Et il y a en ce moment tout un tas de gens vraiment stupides qui pensent savoir ce qui se passe. Et ils ne savent pas. Tu sais, quand ils ont publié ce document, j'ai dit « c'est un vrai document ». Oh non, ce n'est pas vrai. C'est juste Trump qui fait de la fumée. Non, c'est un vrai document. Et c'est une vraie politique. Et elle est mise en œuvre en ce moment même. Et ce document disait que l'Amérique allait créer la forteresse Amérique dans l'hémisphère occidental et que tout nous appartient. Lisez le document très attentivement. Nous possédons toutes les ressources de l'hémisphère occidental. Que vous soyez d'accord avec moi ou non, cela n'a aucune importance. Nous possédons le pétrole canadien. Réveille-toi, Canada. Nous possédons ton pétrole. Tu ne vendras pas ce pétrole sur le marché libre comme tu le crois. Tu le vendras comme nous te le dirons. Nous possédons le Groenland. Nous ne l'avons pas encore officiellement annexé, mais nous allons le faire. Nous possédons le canal de Panama. Oh, la Chine, ce port à 1,3 milliard de dollars que vous avez construit à Shanghai, au Pérou, nous le possédons. Nous possédons tous les réseaux ferroviaires que vous y avez installés. Nous possédons le triangle du lithium, où environ 60% du lithium monde se trouve entre l'Argentine, le Chili et la Bolivie, peut-être. Mais vous savez, tout cela nous appartient. Nous disons que cela nous appartient. Ces ressources ne peuvent pas être utilisées par des puissances extérieures, par des puissances non hémisphériques. Alors que faisons-nous au Venezuela? Nous posons notre marque. Nous possédons le Venezuela. Nous possédons tout ce qui concerne le Venezuela. Et nous disons à la Colombie, nous te possédons aussi. Nous disons au Mexique, nous te possédons aussi. Nous disons à tout le monde, nous vous possédons. Et si vous choisissez d'agir d'une manière qui implique une indépendance vis-à-vis de la domination américaine, alors nous prendrons vos dirigeants et nous vous punirons. La CIA a fait un travail préparatoire énorme au Venezuela. Vous savez, cela n'a pas encore été révélé. Nous avons acheté l'armée. Je veux dire, il y aura un prix terrible à payer une fois les enquêtes terminées. On pourrait voir une guerre civile au Venezuela, car une centaine de personnes sont déjà mortes. Je veux dire, ce n'était pas, tu sais, entrer, attraper quelqu'un et ressortir. Nous avons tué une centaine de personnes. 32 d'entre elles étaient des membres des forces de sécurité cubaines qui apparemment n'avaient pas de lunettes de vision nocturne. Alors, quand les États-Unis ont éteint les lumières et que la Delta Force est arrivée avec ses lunettes de vision nocturne, ils n'avaient aucune chance. Ils ont blessé 7 gars de la Delta parce qu'ils tiraient au hasard. Mais la Delta tire avec précision et a tué tout le monde. Apparemment, nous avons tué tout le monde. Je veux dire des domestiques, des employés civils dans la maison, ils sont morts. Des civils dans la rue qui se sont retrouvés sur la trajectoire des tirs de suppression déclenchés à divers endroits de Caracas. Ils sont morts. Nous avons massacré une centaine de personnes pour capturer ce type. Nous ne nous soucions pas de la vie humaine. Nous nous en fichons complètement. Pas une larme n'a été versée en Amérique pour les personnes tuées par le commandement des opérations spéciales conjointes lors de ce raid. Nous tuerons des Colombiens. Nous tuerons des Mexicains. Nous tuerons des Canadiens. Nous tuerons des Groenlandais. Nous tuerons quiconque se mettra en travers de notre route. Voilà où nous en sommes en tant qu'États-Unis d'Amérique.
C'est écœurant, absolument écœurant, car j'ai toujours cru que l'Amérique devait être la nation la plus puissante du monde, parce que vous savez, nous devons l'emporter dans tout conflit légitime. Mais ce pouvoir devrait toujours être limité par la Constitution. Et notre statut de république constitutionnelle, notre statut de nation gouvernée par l'État de droit, non seulement sur le plan intérieur, mais aussi dans nos relations avec la communauté internationale. Je veux simplement rappeler à votre public que la Charte des Nations Unies est un traité signé par un président américain, ratifié par les 2/3 du Sénat des États-Unis, et que par conséquent, selon la Constitution, elle constitue la loi suprême du pays. Donc, chaque fois que vous entendez un idiot comme Marco Rubio, ou des gens dans votre discussion, ou n'importe qui d'autre dire « Non, le droit international n'a pas d'importance, qu'ils aillent se faire voir », ça compte, c'est réel. Et sans cela, nous vivrions dans une jungle. Et les États-Unis aujourd'hui, quand vous entendez Marco Rubio dire « Oh, les Nations Unies n'ont pas d'importance », ce qu'il dit vraiment c'est « Je n'ai aucun respect pour la Constitution des États-Unis d'Amérique, car il existe une procédure régulière. Si nous décidons que la Charte des Nations Unies est incompatible avec les États-Unis, avec la République constitutionnelle appelée les États-Unis, alors nous faisons des choses comme nous retirer de la Charte ou adopter une législation pour modifier le traité, ce que nous avons le droit de faire. Mais simplement dire « ce n'est plus pratique pour nous, donc nous allons simplement l'ignorer », signifie que nous ne sommes plus une république constitutionnelle, que l'état de droit n'a plus d'importance. Et chaque Américain doit le comprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'ICE parcourt les rues des villes américaines et arrête des citoyens américains sans craindre de conséquences, parce que l'état de droit n'a plus d'importance. Nous avons permis à ce narcissique, à ce Caligula, à ce culte de la personnalité, de dire en somme « ce que je veux, je l'obtiens ». Et personne ne s'oppose à lui, ni sur le plan intérieur, ni désormais sur le plan international. C'est pourquoi je pense qu'il faut donner un coup de poing au chameau sur le nez. Russie, coulez ce fichu navire des gardes-côtes, envoyez un signal, tracez une ligne. Parce que si vous ne le faites pas, le chameau sera dans la tente. Et alors, tout sera fini. Ce sera la Troisième Guerre mondiale. Je pense que nous nous dirigeons vers ce type de confrontation. Il semble que la Russie ait fait preuve de beaucoup de patience face à la situation actuelle. Mais selon vous, combien de temps la Russie pourra-t-elle rester aussi patiente avant d'affronter les États-Unis? C'est une question fondamentale parce que oui, je viens d'écrire un article intitulé « Le bouclier des sanctions ». J'y parle de la menace que représentent les sanctions. Les États-Unis ont utilisé les sanctions. Et au début, je pensais que les sanctions signifiaient qu'on n'avait pas de véritable politique, qu'on ne savait pas quoi faire. Alors, on sanctionne, on gagne du temps pendant qu'on cherche une solution. Mais ce que nous avons découvert avec le temps, c'est que les sanctions n'affaiblissent pas une société comme nous le souhaiterions. L'idée était d'amener le peuple à tenir son gouvernement pour responsable. Ce que nous avons constaté cependant, c'est que les sanctions, surtout celles qui visent les élites politiques et économiques qui entretenaient auparavant de bonnes relations avec l'Occident, si on leur inflige la douleur, puis qu'on leur fait miroiter la levée des sanctions, Grace-like, ou Grace-clause levier d'influence entre la société. You've now created leverage in that society. And that was the fatal mistake that Venezuela made. Et c'est là que le Venezuela a commis son erreur fatale. Vous avez vu Maduro se plier en quatre pour essayer de conclure des arrangements avec Chevron. Je veux dire, ce que Maduro aurait dû faire dès que les États-Unis les ont sanctionnés, c'est nationaliser tout le pétrole vénézuélien, tout nationaliser, et vendre les actifs de Chevron à la Chine pour $1. Dire, Chine, c'est à vous maintenant. Amérique,
Vous avez joué, vous avez perdu. Vous nous avez attaqués. Nous vous avons simplement contournés. Vous ne comptez plus. C'est la Chine qui possède tout ça. Et là, vous forcez les États-Unis à encaisser un coup plus dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Il a dit, « Hey, jouons le jeu. Travaillons avec Chevron. Travaillons avec les États-Unis. Faisons des affaires. » Pourquoi? Parce que les États-Unis avaient blessé une partie de sa population, les élites politiques et économiques, et qu'au lieu de les affronter et de dire « en aucun cas nous ne traitons avec le diable », il a dit « non, dansons avec le diable. Jouons le jeu », dans l'espoir que le diable joue réellement selon les règles, qu'ils lèveront les sanctions et que toutes ces richesses reviendront afin que tout le monde retrouve son niveau de vie. Tout ira bien. Maduro pourra danser à nouveau dans la rue et tout ce genre de choses. Mais ce n'est pas ainsi que les États-Unis jouent, car nous faisons miroiter la possibilité de lever les sanctions, puis nous refermons brutalement la porte. Et ensuite, on rejette la faute sur Maduro et on dit que c'est de sa faute. Maintenant, les élites politiques et économiques disent « Eh Maduro, c'est lui le responsable ». Et la CIA arrive et dit « Eh les gars, on peut vous aider. Aidez-nous à vous débarrasser de Maduro. Vous avez déjà des comptes bancaires avec de l'argent dessus. Voici le compte, il est à votre nom. Il y a beaucoup d'argent et il y en aura encore plus quand le pétrole commencera à couler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer le jeu. » Et malheureusement, les commerçants vénézuéliens ont accepté le dollar de la CIA. C'est ce qui se passe en Iran d'ailleurs. Je veux juste que ce soit très clair. Le gouvernement iranien, vous savez, je ne condamne pas cet homme. Je veux dire, tu sais, il sait que les sanctions font mal. Les sanctions font mal. Et au lieu de dire « encaisse, Iran, on ne cédera jamais. On fera les ajustements nécessaires. Mais plus jamais nous ne travaillerons avec l'Occident. Plus jamais. Oublie cette option. » Il a dit « non, 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 il faut qu'on se réconcilie avec l'Occident. » Ah merde! C'est là ton erreur, mec. Parce qu'à partir du moment où tu as fait ça, tu as créé de l'espoir dans les yeux de certaines élites politiques et économiques en Iran en leur faisant croire qu'il pourrait y avoir des jours meilleurs si les sanctions étaient levées. Et ensuite, quand les États-Unis disent « mais c'est la faute du gouvernement iranien si les sanctions ne sont pas levées », tu as créé ce levier. Et maintenant, la CIA et d'autres services de renseignement, israéliens, néerlandais, britanniques, sont sur place, exploitant ce faux espoir de prospérité économique pour susciter une opposition visant à renverser le gouvernement iranien. Le gouvernement iranien est responsable de cela, à 100%. Je veux dire, je ne cautionne pas ce qui se passe, mais c'est leur faute. Ils ont créé cette situation, tout comme Maduro l'a fait. Et regardez, la Russie fait la même chose. Vladimir Poutine a reçu un cadeau, le cadeau des sanctions. Car les sanctions contre la Russie sont si absolues que le pays a créé un bouclier de sanctions qui disait en substance « Pour survivre, nous devons vivre en dehors de toute notion d'interaction économique avec l'Occident. » Et ils ont commencé, ils ont créé ces liens. Ils ont refait les choses eux-mêmes. Mais ensuite, Kirill Dmitriev est arrivé. Et je ne dis pas que cet homme est une cinquième colonne, mais il l'est. C'est un banquier de Goldman Sachs qui dirige le fonds souverain de la Russie. Un fonds qui dépend des méthodologies économiques occidentales pour prospérer. Poutine aurait dû le fermer, le confier à un Russe et dire « fais-le à la Russe. Nous ne voulons plus de banquiers de Goldman Sachs. » Désolé, Kirill, voici ta pension. Va voir ailleurs. Mais au lieu de cela, Kirill est arrivé et a dit « Hey, nous pouvons collaborer avec l'Occident ici. Pourquoi ne pas leur proposer ces relations économiques, l'exploitation de l'Arctique, l'aide au développement pétrolier dans le Nord, les minerais rares, toutes ces choses que nous pouvons faire. »
Tu sais, une fois les sanctions levées, nous conclurons un accord en Ukraine. Mais les sanctions seront formidables. Et puis, il a commencé à travailler avec Steve Witkoff, qui est l'homme de Donald Trump, pas un diplomate, un homme d'affaires. Mais Trump n'a jamais voulu faire quoi que ce soit de ce que Kirill Dmitriev propose. Il n'est pas sérieux à ce sujet. Les Russes ont des comités et des organisations qui se réunissent et ils ont des plans. Les États-Unis, eux, n'ont rien. Ils ont Witkoff et Jared Kushner, un sioniste qui veut, tu vois, transformer Gaza en station balnéaire méditerranéenne. Voilà la profondeur de son analyse. Rencontrer Kirill Dmitriev et parler de chimères. Et le problème, c'est que cela est publié en Russie. Et alors, les élites politiques et économiques russes se disent « Nous voulons ça. Nous pouvons en tirer de l'argent. Ce serait une bonne chose. » Et elles commencent à faire pression sur Vladimir Poutine pour qu'il se réconcilie avec l'Occident. Non, tu avais un bouclier de sanctions. Ne traite jamais avec l'Occident, Vladimir Poutine. Jamais. Pas maintenant. Pas avec Donald Trump. Donald Trump est un homme sans honneur. Aucun accord avec Donald Trump ne se déroulera jamais comme tu l'imagines. C'est une voie à sens unique. L'accord n'est valable que dans la mesure où Donald Trump en tire un enrichissement personnel, politique ou économique. Et au moment où l'accord devient gênant, Trump s'en ira. C'est toute sa manière de faire des affaires. Revenez à l'époque où il était agent immobilier à New York. Revenez à son passage à Atlantic City avec les casinos. Cet homme est une ordure vivante et ambulante qui utilise littéralement les règles pour s'enrichir à son propre profit. Il se moque d'établir une entreprise viable. Il se moque, vous savez, des relations mutuellement bénéfiques. Il a dit « sens unique ». Voilà, Donald Trump, sens unique. Et il est maintenant président des États-Unis, et il fait agir les États-Unis de cette manière. Vladimir Poutine doit faire taire Kirill Dmitriev immédiatement. Qu'il arrête. Et dites à tout le monde en Russie, n'envisagez même pas de relations économiques avec l'Occident. Cela n'arrivera jamais. Et si vous voulez que cela arrive, foutez le camp du pays. Partez maintenant. Laissez votre argent ici, mais partez. Je ne veux pas m'en occuper. Fermez tout de suite. Parce que si vous ne le faites pas, les États-Unis trouveront un moyen. La CIA trouvera toujours un moyen de murmurer des mots doux à l'oreille de ceux qui cherchent une vie meilleure. La voie rapide, le chemin vers la richesse. Et quand cela arrivera, il y aura de l'opposition en Russie. Et vous savez, je ne dis pas que le gouvernement russe ne peut pas la contrôler, mais pourquoi voudriez-vous ouvrir la porte à ce genre de conneries? Fermez tout maintenant. Mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est le signe, pas exactement de faiblesse, mais d'un mauvais raisonnement. Vladimir Poutine reçoit de mauvais conseils de certaines personnes. Si quelqu'un lui dit qu'il existe une possibilité que l'esprit de l'Alaska se manifeste, il n'y a aucune possibilité pour cela. L'esprit de l'Alaska a toujours été une imposture. N'oubliez jamais cela. La personne qui informait Donald Trump avant la réunion était un officier de la CIA, l'ancien officier national du renseignement pour la Russie et l'Eurasie, qui détestait Donald Trump, faisait partie de l'effort de 2016 pour le discréditer, déteste Vladimir Poutine et déteste la Russie. Pensez-vous vraiment que cette personne donnait à Trump une analyse réaliste de la Russie, ou bien conseillait-elle plutôt sur la manière d'utiliser le sommet de l'Alaska à son propre avantage? De quoi avez-vous besoin que les Russes s'engagent avant de se retirer? Et cela a fonctionné. Trump n'a rien concédé en Alaska. Mais ce qu'il a obtenu des Russes, c'est un engagement envers l'esprit de l'Alaska. Et cela a ouvert la voie à un dialogue continu entre Dmitriev et Witkoff, qui a ensuite fait naître cette idée d'une possible générosité économique si les sanctions pouvaient simplement être levées.
C'était une arnaque du début à la fin. Donald Trump a manipulé Vladimir Poutine. Et je pense qu'il est temps que Vladimir Poutine se réveille et comprenne que c'est exactement ce qui s'est passé. Tu t'es fait avoir par Trump, par Witkoff, par Dmitriev. Que Dmitriev ait gagné ou non, je ne vais pas remettre en cause le patriotisme de Kirill Dmitriev, mais c'est un banquier de Goldman Sachs. Il conclut des affaires. Il ne conclut pas des affaires comme toi et moi, une poignée de main fondée sur la réalité. Il gère d'énormes mouvements d'argent qui enrichissent certaines élites triées sur le volet. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a créé la possibilité pour certaines élites en Russie de gagner énormément d'argent. On parle de gouverneurs, de maires, de dirigeants d'entreprises. Tous ces gens se pressent pour participer à ce jeu, et ce sont des personnes qui détiennent le pouvoir politique. Maintenant, ils sont déçus, car les milliers de milliards de dollars qu'ils pensaient gagner ne le seront pas. Dmitriev se retrouve les mains vides, mais Vladimir Poutine aussi. Arrêtez tout maintenant, président Poutine. Arrêtez tout maintenant. Il n'y a pas d'esprit de l'Alaska. Il n'y en a jamais eu. Ça a toujours été une arnaque. Et vous êtes en train de vous faire arnaquer en ce moment même. Et si vous n'y croyez pas, regardez donc votre fichu navire qui vient d'être abordé par des pirates américains dans l'Atlantique Nord.